Bienvenue, étrangers, dans un nouvel épisode de Entre de la Terreur. Je vous emmène cette nuit pour une nouvelle expédition en Transylvanie, coin tranquille qui abrite le plus célèbre des monstres d'Halloween. Moi, Dracula. Bon, ça suffit, je vais arrêter avec ça. Accrochez-vous à vos sièges, on va en... Pennsylvanie. Donc, Dracula, vampire éponyme du roman de Bram Stoker publié en 1897 et inspiré du prince roumain Vlad Tepes III l'Empaleur, a connu plusieurs interprétations différentes au cinéma, à commencer par le classique de l'expressionnisme allemand Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau en 1924, en passant par le Dracula de 1931 réalisé par Todd Browning avec le grand Bela Lugosi dans le rôle du vampire. Et je n'oublie pas bien sûr Dracula de la Hammer avec le grand Christopher Lee, en train d'étrangler Peter Cushing, comme vous le voyez ici. Mais nous, on va se pencher sur une version plus récente, qui a revisité le mythe de Dracula, et qui a lancé la grande mode des vampires dans la pop culture, mode qui se relayera avec Buffy contre les vampires, Blade et Twilight. Bref, on va parler du Dracula de Coppola. Bram Stoker's Dracula, ou Dracula tout court en français, est un film d'horreur gothique sorti en 1992, réalisé par Francis Ford Coppola, réalisateur américain connu pour avoir réalisé la trilogie Le Parrain ou encore le film de guerre Apocalypse Now. Il s'agit tout simplement du meilleur film d'horreur de toute l'histoire du cinéma, à mes yeux, avec Sleepy Hollow de Tim Burton. J'y consacrerai une chronique. Attention, il y a voir spoiler dans vidéo. Si vous pas aimez spoiler, vous partez et vous allez voir le film. Putain mais c'est bon, laisse-moi faire. Commençons si vous le voulez bien. Nous sommes en 1897, à Londres. Jonathan Harker, jeune clerc de notaire, un jeune Keanu Reeves qui n'était pas encore devenu l'élu dans Matrix, est dépêché en Transylvanie chez le comte Dracula pour lui faire signer des actes de propriété en remplaçant son ancien collègue Renfield, interné chez les fous. Et demandez, mais tous les préparatifs sont achevés. Harker part donc pour la Roumanie, en laissant derrière lui en Angleterre sa fiancée Mina. J'ai un peu une sensation de déjà-vu, pas vous ? Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez. Après la signature des paplards, le comte jette son dévolu sur Mina et décide de se faire expédier à Londres pour la rencontrer. Voilà. J'allais pas raconter tout le film non plus, vous vous attendiez à quoi ? Comment vous expliquer en quoi est-ce que ce film est un chef-d'œuvre absolu ? Pour commencer, le Dracula de Coppola est le seul film Dracula à être basé directement sur le roman de Bram Stoker. Le film de Browning et les films de la Hammer se basent sur une pièce de théâtre, elle-même adaptée du roman. Cela dit, le film prend des libertés, et ce dès le tout début. Stoker dépeint Dracula comme étant l'archétype du mal absolu dans son roman. James V. Hart, lui, apporte une dimension moins manichéenne en réécrivant le personnage de Dracula comme une figure luciférienne, un ange déchu. Les nuances s'appliquent aussi à tout ce qui est en lien avec la religion chrétienne, notamment ce rejet de la religion et de la foi en Dieu, quand Dracula blasphème et rejette Dieu et l'Église sous les yeux médusés du prêtre. Ou alors quand le crucifix d'Abraham Van Helsing face à Dracula ne marche pas et brûle. Mais si Dracula est nuancé, il en est de même pour Van Helsing, qui est censé être un grand scientifique, mais représenté ici comme un fou furieux presque fanatique avec un sacré pet au casque. Je vous laisse admirer. Alors veillez bien sur elle, ou votre précieuse Lucie deviendra une fiancée du démon. Une courtisane de l'enfer. Ensuite, qu'est-ce qui contribue à faire du film un film de qualité ? Oui, les acteurs. Que ce soit Gary Oldman jouant un Dracula tantôt mystérieux et inquiétant avec Jonathan Harker, tantôt charmeur et ténébreux avec Mina. Winona Ryder en Elisabetta et en Mina. Ou encore Anthony Hopkins interprétant un Abraham Van Helsing balèze mais complètement timbré. Je vous avais dit, il est timbré. Vous avez vu, il est timbré. Vous avez compris ? Il est timbré. Voire colossal. Alors veillez bien sur elle, ou votre précieuse Lucie deviendra une fiancée du démon. Une courtisane de l'enfer. La musique, composée par le polonais Wojciech Kilar, Comment dis donc, faut arriver à le dire ce nom-là. est une réussite à tous les niveaux.
une des meilleures partitions de musique de films d'horreur qui existent. Il faut dire que les chœurs donnent de sacrés frissons. Petit extrait pour vos petites oreilles. Quant à la mise en scène de Coppola, le film contient de nombreux plans iconiques. En témoigne ce plan où Jonathan est plongé dans ses pensées dans le train qui le conduit en Transylvanie et que l'on voit deux yeux. Ces deux yeux d'un bleu inquiétant, qui sont un hommage à l'expressionnisme allemand, représentent Dracula guettant sa proie en la personne de Harker. Et je ne peux pas ne pas mentionner ce plan où Dracula, furieux que Mina l'ait délaissé pour rejoindre Jonathan Harker en Transylvanie, pleure de rage et invoque une tempête, entouré par des chandelles mais isolé dans le cadre. L'esthétique visuelle du film est une œuvre d'art à elle seule. Avec les décors inspirés de Gustav Klimt et de Gustave Moreau, de La Belle et la Bête de Jean Cocteau de 1946 et les costumes de la japonaise Eiko Ishioka. D'ailleurs, le film remportera les Oscars du son, du maquillage et des costumes. Pour les effets spéciaux, Francis Ford Coppola a refusé de recourir aux effets numériques qui étaient à l'époque en pleine expansion. À la place, il a demandé à son fils Roman de se documenter sur les effets spéciaux des débuts du cinéma, de l'époque de Georges Méliès, afin d'être cohérent avec le contexte historique du film, à savoir la toute fin du 19e siècle, quand le cinéma était encore à ses balbutiements, avec l'arrivée du cinématographe des Frères Lumière. Le film consacrera même une scène là-dessus, celle où Dracula emmène Mina au cinématographe. Il n'y a pas de limite à la science. Par exemple, dans la scène où Harker est dans le train en direction de la Transylvanie et que les yeux de Dracula le regardent, l'effet est obtenu avec 3 plans combinés. Gary Oldman maquillé de telle sorte qu'on ne puisse voir que ses yeux lorsque l'image est projetée dans le ciel, la projection d'un œil sur le décor des montagnes des Carpates, et enfin Keanu Reeves assis dans le train. Tous les trucages ont été faits pendant le tournage. Ou alors, outre les jeux d'ombre, pour les gestuels et les démarches bizarres et anormales de Dracula et Lucy, Gary Oldman et Sadie Frost jouaient à l'envers, et au montage le plan passait en sens inverse. Ce procédé est utilisé parfois aussi pour jouer des zombies, il suffit de marcher à reculons. Voilà, absolument pas de numérique, et ça fonctionne du feu de Dieu. Le Seigneur est des nôtres et son pouvoir est immense. En revisitant le mythe de Dracula, entre réflexions sur le cinéma et la religion, parti pris artistique, vision nuancée, Francis Ford Coppola pose une pierre angulaire dans le cinéma fantastique et horrifique. Ce film est culte et le restera pendant longtemps. Très longtemps. Ah oui, avant de donner le mot de la fin, j'aimerais ajouter ceci. Dracula est le premier film d'une trilogie que j'appelle la trilogie d'horreur revisitée de Coppola. Les deux autres sont Frankenstein de Kenneth Branagh et Sleepy Hollow de Tim Burton, parce que déjà Coppola a produit les 3 films et parce que ce sont des versions revisitées de livres d'horreur. Merci de votre visite. On se retrouve en octobre prochain pour une nouvelle expédition dans Entre de la Terreur. D'ici là, prenez garde dans la forêt. Beware of hitchhiking ghosts.